justement, ma présentation, elle fait un peu le lien avec la présentation de Monsieur Farinet, dans la mesure où c'est l'illustration d'une sucrerie qui a décidé de rentrer dans un projet de compostage de ses sous-produits, tout en profitant pour avoir aussi une réduction de l'impact environnemental. Ce projet a été mené donc, depuis avril 2014 en association avec l'entreprise Finis Africa et Développement qui est représentée par Monsieur Terrier et qui va présenter son entreprise en fin de présentation. Donc voilà un peu le sommaire. Donc, j'ai un peu parlé du contexte objectif de la sucrerie du Cameroun qui s'est lancé dans ce projet. Les premiers essais qui ont été menés donc, à partir d'avril 2014 et les perspectives en termes de production de compost et de résultats attendus. Donc, au niveau du contexte, l'usine sucrière du Cameroun, donc la principale usine, parce qu'on a 2 sites, l'usine de Koteng, qui a une capacité de broyage de 800 000 tonnes de canne par an, une production de 75 000 tonnes de sucre, a un enjeu environnemental à répondre, qui correspond en fait à l'évacuation des effluents d'usine, puisqu'actuellement, on a en moyenne un rejet de 650 mètres cubes d'effluents de fabrication dans le milieu naturel par jour, ce qui correspond à peu près à 27 mètres cubes par heure. Donc c'est vrai que là, on est quand même assez indexé par rapport sur les bailleurs de fonds et peut-être bientôt aussi au niveau gouvernement pour réduire cet impact environnemental. Au niveau des sous-produits, la Sosucam produit plusieurs sous-produits, comme la plupart des usines sucrières, donc notamment des écumes qui, pour l'instant, sont valorisées en plantation, donc en remplacement des engrais phosphatés, de la mélasse, qui est actuellement valorisée en repousse, en remplacement des engrais potassiques. Elle est actuellement aussi vendue à des fermentiers pour la production d'alcool, externe à notre groupe. Et puis des excédents de bagasse, qui pour l'instant ne sont pas valorisés et qui posent aussi des problèmes au niveau place. Actuellement, on a à peu près 50 000 tonnes d'excédents de bagasse par an, mais on s'attend à approcher les 70 000 tonnes d'ici 2020 en fonction de l'augmentation de la production cannière de ce site. Alors, au niveau de la fertilité chimique du sol, on en a un peu parlé lors des diapos précédentes. Nous, les sols de la Sosucam sont des sols ferralitiques qui sont relativement peu fertiles, limite stériles. On a des taux de matière organique qui avoisinent les 2%, avec une tendance, là, comme vous le voyez sur la graphe, là, c'est des données depuis 90, avec une tendance à la baisse. Notamment du fait du brûlage, parce qu'on pour l'instant, on est en quasi-totalité en récolte manuelle, donc on brûle la canne, donc on n'apporte plus la matière organique il n'y a plus de restitution de la matière organique. Associé à ça, on a des sols qui sont aussi très acides, puisqu'on a une moyenne d'un pH de 5, avec aussi certaines parcelles qui sont autour de 4,2. Donc matière organique et sol acide, ça contribue à avoir une faible CEC, la capacité d'échange cationique, qui limite donc la possibilité de valoriser les engrais, ou au moins de pouvoir les garder dans le sol, puisqu'il n'y a plus cette éponge, ou au moins l'éponge n'est pas suffisante pour valoriser tous les engrais minéraux qu'on met sur nos parcelles. Donc ça, c'est vraiment aussi un enjeu fort de la Sosucam, de pouvoir rétablir le niveau de fertilité du sol. Voilà, donc pour rentrer dans ce sens-là, alors par rapport à ce que disait M. Farinet, et en association avec ces sols qui sont limite stériles, on a eu à faire un essai. Alors c'était un essai qui n'était pas voulu, c'était donc on devait évacuer de la vieille bagasse d'une usine parce que ça prenait trop de place, donc on l'a épandu dans les champs. Donc avant replantation, on l'avait épandu à 30 tonnes à l'hectare, ce qui est quand même une dose énorme, mais bon, c'était plus pour s'en débarrasser que pour faire des essais. Et vous voyez ici, là, sur la photo, que bon, la zone qui est en premier plan, c'est la zone qui avait reçu de la bagasse, celle après, la zone sans bagasse. Et donc nous, on a une réponse énorme à la matière organique, puisque là, on a eu les essais qui avaient été, les placettes, on a mis des placettes sur ces 2 zones, et on avait un gain de rendement qui était de l'ordre de 30%. Donc ça, on attend aussi. Là, c'était une parcelle qui était, on l'avait choisie parce que c'était une parcelle qui était très compliquée, avec un niveau de fertilité très faible, mais nous, on s'attend quand même à un gain de rendement avec l'apport de matière organique. Voilà, donc l'objectif du projet, comme je disais, c'est l'augmentation de la teneur de matière organique du sol, pour à terme aussi pouvoir mieux valoriser nos engrais et espérer aussi un gain de rendement.
réduire l'impact environnemental, ça, je vais en parler juste après, et donc il a valorisé les sous-produits et réduire la consommation d'engrais, donc pour avoir des coûts de production diminués. Hein. Et donc ça, on pensait réunir donc ces trois objectifs à travers la production de compost. C'est pour ça qu'on a fait appel aussi à la société donc Finis Africa et Développement, hein, qui sont spécialisés là-dedans. Pour parler justement de l'impact sur l'environnement, et donc ça, l'expertise qui avait été faite par Finis Africa et Développement, hein, c'était, et donc l'enjeu, c'était d'utiliser la bagasse comme élément séquestrant des effluents, hein, donc comme un filtre. Et donc des essais en laboratoire qui avaient été faits en avril, justement, au démarrage du projet, avaient montré que la capacité de rétention de la bagasse était pratiquement 50% du volume. Hein, donc des effluents. Ensuite, en conditions industrielles, on s'est rendu compte que cette capacité avait été diminuée parce que on utilisait de la bagasse qui était fraîche, donc qui était déjà humide, et des effluents qui étaient dilués par rapport à ce qu'on avait sur les essais qu'on avait fait au départ, quoi. L'idée avait été ensuite prise d'ajouter de la mélasse pour rendre plus visqueux justement les effluents, et donc pouvoir coller un peu plus sur la bagasse. Et là, on était arrivé à une capacité de rétention de 20%. Voilà. Donc là, on va parler donc des premiers essais qui avaient été donc mis en place à partir donc de l'année dernière, donc sur le site de Sosucam, dont l'objectif était de tester et suivre les différents mélanges d'engrais, enfin de compost possibles, hein, pour déterminer quel mélange était idéal et adapté à nos conditions. Donc pour ce faire, donc, on a utilisé plusieurs les différents sous-produits à disposition, hein, donc notamment la bagasse en première partie, hein, parce que c'était le centre du projet. L'ajout ou non d'urée, comme on a parlé tout à l'heure, pour équilibrer un peu le rapport C sur N, hein, éventuellement. Donc des effluents, donc de fabrication, qu'on aspergeait donc, à hauteur de 20% du volume de bagasse, hein, de la mélasse, des écumes et des cendres, hein, de chaudière. Voilà, donc là bon, c'est le process, hein, où vous voyez donc on incorpore l'urée dans la bagasse, plus les effluents. Ensuite, donc on a chargé donc sur une petite plateforme test, où ensuite on retournait avec une pelle mécanique, parce qu'on n'a pas encore les moyens on n'a pas encore fait l'acquisition d'un retourneur, donc avec une pelle mécanique pour retourner à peu près entre 7 et 10 jours, hein, pour l'aération du compost, avant de le mettre en anda. Donc sur ces essais, on nous a permis de suivre plusieurs paramètres, hein, pour évaluer la qualité des différents composts. Donc à la fois l'évolution de la température, comme M. Farinet disait, c'est un critère qui est très important, mais également la granulométrie, et puis la réduction de volume, hein, des engins de compostage, puisque, comme M. Nicolas en a parlé tout à l'heure, un des points importants aussi, c'est réduire le volume pour ensuite réduire après les coûts de logistique. Alors le premier essai, là, c'est juste de la bagasse seule. Donc vous voyez, là, c'est la courbe de température avec de la bagasse seule, donc saturée d'effluents, hein, où on voit qu'au départ, on a une montée en température, mais vite, la température diminue. Donc cette montée de température est, à notre sens, liée au sucre qui reste dans la bagasse, hein, donc qui est consommé par les micro-organismes, et donc qui permet d'avoir une montée en température. Mais après, la teneur en azote est tellement faible que finalement, après, ça s'épuise et que la température diminue. Donc le compostage est très difficile. L'ajout d'écume et donc d'urée permet, là, comme vous le voyez, donc la courbe en vert, hein, permet là d'avoir une température qui est beaucoup plus importante et beaucoup plus rapide, hein. Et là, on retrouve un peu les courbes que ont présentées M. Farinet tout à l'heure. Là, c'est en augmentant la quantité d'écume. Là, on avait un volume tout d'abord de 20 pour 4, hein, donc 1 pour 5. Donc 20 volumes d'écume pour 20 volumes de bagasse pour 4 d'écume. Là, on est passé à 20 à 8. Et là, on voit en revanche que la montée en température se fait un peu plus lente. Hein, donc ça, c'est la courbe en bleu, qu'on peut expliquer notamment par la teneur en CaO, donc en calcium et en magnésium des écumes, hein, qui est basifiante, et donc qui diminue un peu le processus ou qui ralentit un peu le processus de compostage. Là, c'est donc la bagasse avec la mélasse diluée, comme j'évoquais tout à l'heure, donc pour avoir 20% de mélasse diluée en volume par rapport à la bagasse. Et là, on voit que la courbe rouge, qu'on a une montée de température qui est bien plus rapide. Hein. Donc en fait, qui corrobore un peu l'hypothèse que j'ai évoquée tout à l'heure, quoi. Et enfin, donc là,
comment dire, la recette sur laquelle on va travailler et qui nous semble être la plus, comment dire, la plus appropriée, notamment pour valoriser l'ensemble des sous-produits. Hein, c'est d'utiliser donc là la bagasse, la mélasse diluée, plus les écumes. Et là, on voit la courbe en rouge. On a une très belle courbe hein, qui là se rapproche au maximum de la courbe avec donc la montée en température, hein, plus après la phase de maturation là, qui arrive au bout d'une 60aine de jours. Concernant la granulométrie, bon, je pense que là c'est un peu difficile à voir, mais qu'on voit là sur l'ensemble, le graphique de gauche, donc ça c'est en fin de compostage. Hein. Donc ça c'est les fractions des particules du compost qui sont inférieures à 5 mm. Ensuite au milieu entre 5 et 10 mm. Et à droite donc c'est les particules grossières, donc supérieures à 10 mm. Et donc au niveau des histogrammes, hein, toute la partie droite, donc les quatre barres à droite, sont les mélanges à partir donc, ont été alimentés avec de la mélasse. Et on se rend compte que ces mélanges-là permettent justement d'avoir une granulométrie qui est beaucoup plus faible en fin de process, hein, donc qui aussi témoigne de la qualité du compost. Hein, alors que les mélanges avec juste de la bagasse ou des bagasses avec effluents gardent une granulométrie qui est relativement grossière. Donc au niveau des conclusions de la phase d'essai, hein, donc, comme je disais tout à l'heure, la bagasse seule composte très mal. L'ajout de mélasse accélère le processus de compostage. Les écumes et les cendres semblent en revanche retarder la phase d'augmentation. Monsieur Farina en a parlé tout à l'heure. Donc nous, dans la phase suivante, on va apporter les écumes après la phase de montée en température, hein, donc au début de la phase de maturation. Et les cendres, on les mettra juste en dernière étape du process, hein, avant les pondages en champ. Hein. La bagasse fraîche peut retenir jusqu'à 20% de son volume. Donc actuellement, on cherche aussi à augmenter ce ratio-là. On a vu aussi que là, on avait fait cet essai en conditions pluvieuses. On a pu le réussir sans... Au début, on a commencé à mettre des bâches, mais au niveau logistique, c'était très compliqué. Donc on a enlevé les bâches et on s'est rendu compte que le processus de compostage était aussi possible en conditions pluvieuses. Hein, donc c'est aussi une bonne chose en conditions d'exploitation. Et actuellement, hein, la durée du cycle de compostage est entre 90 et 100 jours. Concernant les teneurs en éléments minéraux, hein, donc, bon, on a comparé les principaux mélanges qu'on a fait, mais qu'est-ce qu'on constate que on a une augmentation du phosphore avec les mélanges à base d'écume, hein, c'est normal puisque les écumes sont très riches en phosphore. Pareil en termes du potassium et du calcium, magnésium qui sont eux aussi très forts avec, dans la mélasse et les écumes. Et que l'apport de cendres aussi augmente l'ensemble de ces éléments minéraux, quoi. Donc là, le but, c'est d'avoir un compost donc, qui est le plus riche possible en éléments minéraux. Si on regarde le gain économique au niveau purement éléments minéraux, hein, donc par rapport aux teneurs que là, on a pu analyser, si on épand le compost à 10 tonnes à l'hectare, avec un bagasse seule, on arrive à 29 € par hectare, hein, qui est essentiellement lié à la teneur en azote, hein, de la bagasse. Alors qu'avec l'ensemble du mélange bagasse, mélasse, écume et puis cendre, là on arrive à 260 € à l'hectare. Hein. Et donc si on arrive avec un gain une production de 5000 tonnes de compost qu'on veut faire cette campagne-là, là on arriverait à peu près à un gain de 90 000 €. Hein. Donc ça c'est un gain qui est lié justement uniquement donc au remplacement, à substitution des engrais, un équivalent engrais. Maintenant, le gain lié à la réponse de la canne à sucre, ça, il nous reste encore à l'évaluer. Hein. C'est pour ça qu'on a mis en place en septembre 2014 un essai agronomique, hein, qui vise à tester donc, les principaux composts, enfin au moins ceux qui marchaient le mieux dans la première phase d'essai, avec différentes doses, hein, de 5, 10, 15 tonnes par hectare, et l'apport ou non d'engrais chimiques. Donc l'objectif, c'est donc d'évaluer la réponse donc de la canne à sucre à l'apport de cette matière organique et voir ce à quoi on peut s'attendre en termes de réduction des apports d'engrais ou après de gains de rendement. Hein, donc là, c'est le plan d'essai qui est un peu compliqué parce que toutes les couleurs, donc c'est des traitements différents, donc avec répétition. Donc là, comme on a énormément de facteurs, avec la récolte de cet essai qui va avoir lieu en janvier 2016, on aura une idée un peu plus précise du gain escompté, donc ce qui nous permettra après de vendre aussi auprès de nos dirigeants ce projet-là. Après, au niveau de logistique, hein, on en a parlé tout à l'heure,
Là, on a fait des essais parce que, donc, avec l'épandage localisé de compost, parce que aussi le but, c'est de produire du compost, mais après de le localiser dans le rang de canne pour diminuer ou concentrer la fertilité au niveau de l'endroit où la canne a besoin. Hein. Donc là, on a pu faire des essais avec 15 tonnes par hectare sans problème, avec des épandeurs localisés, quoi. Alors, la nouvelle étape qui va démarrer là prochainement, hein, c'est de créer une plateforme de compostage, hein, qui permettra cette année de produire environ 5000 tonnes de compost. Hein. Donc là, vous voyez, avec plusieurs, donc là, qui fait à peu près 2 hectares 5, avec une zone de stockage des matières premières, notamment écume, bagasse, hein, une zone de compostage, hein, avec des andins de 150 mètres de long, et puis une zone produits finis qui après iront sur les parcelles pour alimenter. Hein. À noter que cette zone se trouve juste à côté de l'usine, hein, que vous voyez en haut, enfin, c'est la partie basse de l'usine, hein, ce qui permettra à terme, hein, si ce projet aboutit, porte ses fruits, avoir une évacuation directe des effluents et de la mélasse au niveau de cette zone de compostage. Voilà, donc là, c'est du photo qui ont été pris la semaine dernière là, au niveau de la terrassement de cette zone-là. Hein, le but étant d'avoir quelque chose de plan avec une certaine pente pour ensuite pouvoir gérer les lixivia de compostage. Voilà, donc les objectifs attendus pour cette campagne-là, donc comme je disais, c'était une production de 50 000 tonnes de compost avec 3 périodes, 3 batchs, hein, de compostage de 90 jours sur la campagne. Ce qui nous permettra donc d'utiliser 5000 tonnes, 5300 tonnes de bagasse, hein, équivalent à 17 600 m3, 3100 tonnes d'écume, un peu plus de 1000 tonnes de mélasse, et de traiter actuellement 2700 m3 d'effluents. Voilà, donc aussi à terme, je vois que on a un représentant de Ménard qui a parlé tout à l'heure, hein, nous aussi là, on est en train de chercher à acquérir un retourneur d'andin qui est quand même très important pour le processus de compostage, donc d'aération et donc d'activité microbienne, hein, et donc l'épandeur d'écume qu'on a déjà, enfin, qui va être utilisé pour les épandeurs de compost. Alors les objectifs à terme, hein, donc, comme là pour revenir sur les premiers slides, l'objectif c'est d'utiliser la totalité des excédents de bagasse et surtout de filtrer le maximum d'effluents de fabrication. Donc les leviers qu'on suspecte pour améliorer et pour entrer dans ces objectifs-là, hein, donc c'est à la fois l'augmentation de la superficie de la zone de compostage, hein, mais également la réduction de la durée du process de compostage, hein, notamment avec l'aide de micro-organismes, donc là qui rejoint un peu la présentation d'éléphant vert tout à l'heure, mais également l'amélioration de la capacité de rétention de la bagasse, hein, sur lesquels on pense à plusieurs voies, notamment le séchage préalable de la bagasse, hein, mais également la fréquence d'arrosage, hein, des andins, et dernier levier, la concentration des effluents. Hein. Donc ça, c'est plus un projet usine, hein, pour passer de 27 m3/h à des alentours de 10-15 m3 par heure. Et puis après, il faudra trouver, parce qu'on n'arrivera jamais à filtrer l'ensemble des effluents, après il faut trouver une solution pour les excédents qui restent. Alors soit passer par une station d'épuration, mais qui est un investissement qui est très coûteux, ou après envisager un épandage sur parcelle, mais là aussi qui peut poser aussi des problèmes en termes de toxicité. Donc voilà pour ma présentation. Je vais laisser la parole à M. Terrier, hein, qui va présenter rapidement le Finis Africa Développement, hein, le métier, les missions et les perspectives. Merci. Merci Monsieur le Président, merci Thibault, et merci de la confiance portée par la société Sofucam à notre entreprise, que je vais présenter brièvement si on m'explique comment on fait passer les diapos. Ah, parfait. Bien, notre entreprise a d'abord une expérience de plus d'une vingtaine d'années maintenant en France sur la valorisation, le traitement et la valorisation des matières organiques, avec des références dans le domaine des collectivités locales, mais également auprès des industriels, dans le domaine du traitement et de la valorisation des boues papetières, mais également des biodéchets. Nous traitons par exemple les petites oranges qui servent à faire la macération du Grand Marnier ou les restes de parure des jambons d'Aoste. Donc on a une expérience assez importante dans ce domaine. Et il y a maintenant 4 ans, nous nous sommes tournés sur le développement de nos activités en Afrique.
La première expérience menée dans le sud du Cameroun était à la demande des collectivités locales, trouver une solution pour le traitement des matières de vidange, ces matières qu'on trouve dans les fosses et dont l'absence de traitement provoque des problèmes sanitaires. Nous avons donc développé un système de filtration, un système d'épaississement de ces boues, et puis nous avons réussi à faire la démonstration que nous pouvions faire avec ces matières de vidange, une fois qu'elles sont épaissies, en adjonction avec des déchets verts, un compost parfaitement hygiénisé, bien évidemment, compte tenu de la nature du déchet à l'origine, et un déchet parfaitement stabilisé. Nous sommes également sur des projets avec l'huile de palme, où là nous avons deux types de déchets à co-composter, un déchet constitué par les rafles vides de fruits, puis également un déchet constitué par l'effluent, qui est un effluent assez épais, avec beaucoup de matière en suspension, que nous déshydratons et ensuite que nous projetons de mélanger. Nous avons également, Thibaut Vermelex en a parlé assez longuement, l'expérience menée avec Valocan, et puis nous sommes également sur des projets de co-compostage entre du déchet vert et la fraction fermentescible des ordures ménagères, notamment un projet que nous sommes en train de réfléchir avec les plantations du Haut-Penja, qui appartient à la compagnie fruitière, et un projet de co-valorisation de 50 000 tonnes de hampes de bananier, et à peu près la même équivalent d'ordures ménagères, enfin la partie, bien sûr, fermentescible de ces ordures ménagères. Voilà pour la présentation générale de notre activité. On m'a demandé de faire un peu vite. Notre philosophie aujourd'hui, c'est de se dire quoi? C'est de se dire on est des militants du retour au sol. On essaie de valoriser tout ce qui est possible de l'être. Lors de la lecture, par exemple, du dossier à Nkoten, nous avons également prévu à un moment ou à un autre d'intégrer dans le site de compostage également la part fermentescible des ordures ménagères, puisque l'usine produit, par la présence de ses cadres et de ses employés, produire des ordures ménagères, également de traiter les matières de vidange, tout ça dans la même unité, prenant toutes les précautions sanitaires bien évidemment. Notre objectif, c'est d'arriver avec des solutions vraiment sur mesure, c'est-à-dire que chaque cas est différent, la nature des sols est différente, la nature des gisements est différente, la configuration des lieux est différente. On le voit dans le cas de l'usine de Nkoten, l'intérêt de faire une plateforme de traitement en contrebas de l'usine, ce qui permet effectivement à un moment donné de gagner en logistique l'ensemble des flux et des effluents pouvant être transmis par voie gravitaire. Bien évidemment, on s'adapte aussi aux logiques de budget. L'objectif, bien sûr, c'est de faire des plateformes in situ, c'est-à-dire au plus proche possible de l'endroit où ça se passe, ou l'endroit où est produit le déchet, mais également proche de l'endroit où le déchet peut être épandu. Et puis, notre métier, c'est également de former des équipes dédiées et de manager l'exploitation. C'est-à-dire que la plupart de nos clients et prospects nous disent, écoutez, chacun son métier, nous sommes là pour faire de l'industrie, on a des objectifs, des ratios à atteindre. On ne veut pas non plus que le développement d'une activité de valorisation de déchets vienne interférer ou viennent polluer le fonctionnement de l'usine. Donc nous sommes toujours extrêmement attentifs à proposer des solutions qui n'interfèrent pas dans le cœur de métier, finalement, de nos clients. Alors, la logique, c'est de dire, c'est vrai que l'approche que nous avons eue au départ, il y a quelques années, était une approche assez environnementale. Lorsque nous avons, par exemple, poussé la porte de la société Sosucam, nous étions intéressés à voir comment nous pouvions les aider à régler leurs problèmes de rejet de leurs effluents dans le milieu naturel. Et puis ensuite, nous sommes remontés la chaîne de valeur. Et on s'est aperçu que le discours à tenir auprès des agro-industriels était un discours sur lequel le terme de compétitivité, d'amélioration de l'excellente route d'exploitation était au cœur, j'allais dire, de leur motivation. Donc on est... Améliorer la compétitivité en valorisant ces déchets, c'est de mettre effectivement une ressource, j'allais dire, durable à disposition. C'est favoriser bien sûr la réduction de l'emploi des engrais minéraux. Et là, il y a un phénomène mécanique, bilanciel très clair. Si vous achetez moins d'engrais minéraux, votre compte d'exploitation s'en trouve amélioré. Il y a également d'intégrer nos approches dans un contexte plus général de responsabilité sociale et environnementale, c'est-à-dire faire en sorte que les sites soient plus faciles pour y travailler, qu'il y ait moins d'encombrement, qu'il y ait moins de sources de danger, répondre bien sûr à des développements de critères de développement durable. Aujourd'hui, on voit bien que ce qui se finance en Afrique, tant sur le plan des financements publics ou des financements privés, aujourd'hui, la nécessité d'avoir le timbre vert se fait de plus en plus importante. Et puis, effectivement, les législations, nous, on vient d'une activité de 20 ans en France. On connaît la législation française. On a participé d'ailleurs en son temps à la création de la norme NFU. On connaît bien ces éléments-là. On a une législation en France
France particulièrement compliquée, particulièrement forte. L'Afrique, pour l'instant, est en train d'y venir progressivement. Donc il faut anticiper aussi le durcissement de ces législations. Et puis, en même temps, traiter son déchet, valoriser son déchet, c'est également avoir une réflexion globale sur le fonctionnement de l'usine. Nous avons souvent l'habitude de dire on va traiter des déchets, mais si on pouvait déjà réduire le plus en amont possible la source de ces déchets, par exemple consommer moins d'eau dans les processus, ben c'est autant qu'on n'aurait pas, à traiter ensuite. Donc je pense que ça crée les conditions favorables d'une réflexion véritablement de développement durable. Voilà, j'en ai terminé. C'est parfait, merci, c'est très bien. Je parle pas trop vite, j'espère. Thibault. Merci à Thibault Vermounex, à Monsieur Texier. Est-ce que vous avez des questions Terrier, pardon. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Oui, Monsieur Kouamekra. Je voudrais demander à Monsieur Fournier, pendant le compostage, s'il pleut, est-ce que cela pourrait affecter le processus et, in fine, même l'efficacité du compostage? Est-ce que la pluie... Nous, comme j'ai dit, en fait, on a les essais qu'on a menés, là, on a commencé donc en avril, c'était pendant la saison des pluies, et on a vu que le processus de compostage, vous avez vu la courbe de température était bonne, quoi. Maintenant, ça se trouve en saison sèche, on va recommencer les essais là, début janvier. Certainement, ça sera peut-être plus facile, et peut-être que la durée de compostage va s'en trouver réduite, quoi. Mais c'est tout à fait possible en conditions pluvieuses de faire du compost. Je peux répondre en France, où effectivement on a beaucoup plus de pluie dans la saison, nous ne couvrons pas nos andins. Dès que le compost a commencé une montée en température, à ce moment-là, il devient parfaitement résistant au lessivage que peut provoquer la pluie. Donc il n'y a pas de conséquences, et il n'y a pas de nécessité de couverture d'andins. Autre question? Oui, Marinus. Qu'est-ce qu'on fait avec le jus qui sort de la station de compostage? Puisque c'est déjà en bas de l'usine, alors où est-ce que ça va? Bon, pour l'instant, nous, alors on a là, dans notre projet là, de 5000 tonnes, Marinus, donc ici, alors si, il y a un peu des lexivia, alors surtout notamment en période de pluie, puisqu'il peut y avoir aussi l'écoulement de jus de compost. Donc là, on a prévu, sur la photo, là où vous voyez les bulles, etc. Donc on va créer un petit bassin de rétention ici, pour rassembler tous les lexivia, et ensuite irriguer une petite zone d'infiltration avec des roseaux, des bananeraies, peut-être de la canne à sucre, pour ensuite récupérer tous ces lexivia, quoi. Oui, c'est pour ça qu'on va mettre ça. Mais non, mais le but... Après, le problème, c'est que nous, au Cameroun, on a une configuration avec des forêts-galeries. Donc les parcelles sont entourées de rivières qui elles-mêmes ensuite vont alimenter l'usine. Donc le but, ce n'est pas non plus après c'est d'essayer de les capter au maximum pour éviter de rejeter dans le milieu naturel, quoi. Merci. Une petite question avant de passer à la présentation suivante, peut-être? Je ne sais pas. Non, visiblement non. Merci beaucoup, Monsieur Vermounex. Merci, Monsieur Terrier, de votre présentation. Par contre...